Madame, Monsieur, bonsoir, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans ce journal. Dans l'actualité, une formation sur les valeurs de la République, de la laïcité et qui est en cours à Mayotte. Une formation qui s'inscrit dans le cadre d'un plan national. Objectif, toucher le plus grand nombre sur ces valeurs. Plus de précisions dans cette édition. Nous parlerons d'agriculture dans ce 19h avec la visite à Mayotte d'Olivier Alain, ambassadeur du volet agricole du Grand Plan d'investissement et ancien président de la Chambre d'agriculture des Côtes-d'Armor, en mission dans le département pour promouvoir l'utilisation des outils existants en agriculture. Nous étions sur une exploitation agricole à Combani. Cette nouveauté dans votre journal, tous les mercredis, vous aurez droit à un grand format coup d'envoi ce soir avec ce coup de projecteur sur le littoral de Mayotte. Un littoral de plus en plus menacé par l'érosion. Nous aborderons largement cette problématique dans ce journal. Et puis ce soir, nous recevons sur notre plateau Joëlle Mélin, députée européenne, Rassemblement national. Elle est actuellement en visite à Mayotte. Entretien à suivre tout à l'heure. Mais avant de développer ces titres, cette information en lien avec la sécurité sanitaire, dans un rapport publié ce mercredi 23 janvier, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, alerte sur la présence de différentes substances chimiques dangereuses dans les couches jetables. Elles peuvent notamment migrer dans l'urine et entrer en contact prolongé avec la peau des bébés. Le gouvernement demande aux fabricants d'éliminer ces produits. Mais pour l'heure, les pharmaciens de la place à Mayotte font savoir qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer. Je vous propose d'écouter le docteur en pharmacie, Akram Boussaïdi. Il est au micro d'Hakim Ali Saïd et Youssouf Abed Matouar. Ne pas s'inquiéter. Qu'en pharmacie, nous sommes tenus de respecter une rigueur dans le choix de nos laboratoires, que ce soit les médicaments, la parapharmacie ou les couches. Nos produits en fait, sont qualitatifs. On veille à ce qu'il n'y ait aucun composant dangereux pour la santé. Dans les mois à venir, les fabricants de couches seront tenus d'indiquer clairement la composition de leurs couches. Donc le conseil que je peux donner aux parents, c'est d'aller dans de ne pas acheter leurs couches dans des doukas à l'extérieur, d'aller vraiment en pharmacie. Une formation sur les valeurs de la République et la laïcité se tient donc à Mayotte actuellement, une initiative qui s'inscrit dans le cadre d'un plan national pour former des futurs formateurs. Leur mission, sensibiliser un large public sur ces valeurs républicaines et laïques. Géraldine Louis, Hachim Saïd Hachim. Des relais porteurs d'un ensemble de principes d'intérêt collectif est le but à atteindre. Pendant ces 3 jours, on apprend que, par exemple, moi ayant une activité de mission publique, j'ai un devoir de neutralité. Donc, de ce fait, je ne dois pas montrer ma religion en public. Dans tous les cas, pendant ma fonction. Nous avons des publics, différents publics, des jeunes, des enfants, des parents, lesquels nous encadrons. C'est l'occasion à jamais profiter de leur enseigner cette thématique de la laïcité aussi. Et pour y parvenir, des personnes de différents secteurs d'activité, dont de futurs formateurs, ont suivi une formation appropriée sur la laïcité, une formation qui leur a permis une meilleure compréhension du sujet. On avait une compréhension qui était erronée du mot laïcité, parce que pour nous, laïcité était contre les religions. La laïcité fait toujours débat, aussi bien à Mayotte que dans l'Hexagone. Chacun a son avis et sa manière de décrypter un fait marquant. L'idée, c'est vraiment de partir de ce que les personnes connaissent ou ne connaissent pas sur ces notions de laïcité et valeurs de la République pour construire un commun ensemble. Parce qu'encore une fois, la laïcité n'est pas un principe qui interdit, mais un principe qui libère. Mais dès qu'il s'agit aussi de liberté, il faut savoir jusqu'où va cette liberté et quels sont aussi les devoirs et les obligations qui incombent aux uns et aux autres. Inculquer le maximum de personnes aux valeurs de la République et la laïcité est une lourde tâche pour les futurs formateurs.
L'an dernier, ils étaient une centaine de formateurs à bénéficier de ce programme et 100 autres le seront cette année. Et sans transition, nous recevons ce soir sur notre plateau Joëlle Mélin, députée européenne et membre du Rassemblement national. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes en visite à Mayotte depuis hier, et cela jusqu'en fin de semaine. Fin de semaine. Quels sont les enjeux de votre visite dans le département? Alors, mes enjeux sont celles de tout député français au Parlement européen. C'est de pouvoir apporter au niveau de l'institution, de mes collègues et de l'institution, ce que l'on a vu sur une partie de territoire, et en l'occurrence Mayotte, 101e département, mais aussi région ultra-périphérique, est bien peu connue, me semble-t-il, à l'Union européenne. Nous avons interrogé d'ailleurs, depuis ma venue de 2016, nous avons interrogé plusieurs fois la Commission européenne sur certains sujets. On s'aperçoit que leur méconnaissance de Mayotte est assez importante. Donc, j'ai pensé tout à fait important et surtout convenable à l'égard des Mahorais de revenir après ma visite de 2016, qui, elle, était motivée à l'époque par les problèmes sanitaires, la crise des sages-femmes et les maternités surchargées. Puisque je suis médecin, ça me semblait logique. Et maintenant, je reviens pour voir comment les plans de fonds européens qui avaient été entamés en 2014 ont été mis en application. Alors, vous avez rencontré des acteurs locaux depuis votre arrivée. Avez-vous pris l'information des problématiques locales? Oui, alors il y a une intrication, si vous voulez, manifestement à Mayotte. Il y a la situation mahoraise qui est liée à son histoire, à la départementalisation récente, aux difficultés d'aménagement du territoire, aux habitudes et aux attentes des habitants, et puis des phénomènes qui viennent de l'extérieur, qui sont ceux, d'une part, de l'immigration importante dont tout le monde en parle, mais aussi d'un phénomène d'un peu plus de globalisation. Et on s'aperçoit qu'il y a deux problèmes qui posent véritablement problème. C'est l'aéroport, d'une part, d'aménagement du territoire, et le port, qui font que cette île doit être en continuité du territoire français et que malheureusement, tant que les aménagements ne sont pas complétés, la piste longue d'un côté et un port apaisé et qui fonctionne, à ce moment-là seulement, on pourra avoir une île qui pourra développer son économie, mais aussi développer les échanges et pouvoir trouver son équilibre. Mais comment justement pouvoir répondre à ces problèmes? Vous avez parlé du problème du prolongement de la piste d'atterrissage de l'aéroport, vous avez parlé notamment du port. Comment réussir justement à trouver des solutions à ce niveau-là? Est-ce que vous, à votre niveau, justement, au Parlement européen, vous avez justement vous aurez justement ce pouvoir justement d'agir pour Mayotte? Eh bien, en tant que député, je me dois de faire remonter le plus possible, non seulement au Parlement européen lui-même et mes collègues, et à la Commission en l'interrogeant, même si vous êtes dans l'opposition, vous avez un travail de fond à faire, leur dire à quel point cette partie de l'Europe, cette région ultra-périphérique, doit mériter les meilleurs aménagements. Et dès lors, dans le cadre des actions qui ont été faites à la fois localement, puisque il semblerait qu'il y ait eu un plan qui a été mis en route et qui va s'accélérer parce qu'on a, au niveau de l'État, mais aussi au niveau local, les collectivités territoriales sur place ont vraiment pris la mesure d'un enjeu et de la mutation et de cette nouvelle période qui s'ouvre pour Mayotte. Tout le monde a l'air de pouvoir commencer à prendre la mesure de tout cela et on peut espérer qu'une action concertée, trop tardive selon nous bien entendu et trop lente selon nous bien entendu, va pouvoir enfin se mettre en compte. Alors, je rappelle que vous êtes membre du Rassemblement national. La lutte contre l'immigration clandestine fait notamment partie de vos chevaux de bataille. Mayotte a connu l'année dernière 3 à 4 mois de grève générale pour lutter justement contre cette immigration clandestine qui cause énormément de problèmes localement. Avez-vous pris justement cette information et avez-vous des solutions à proposer justement pour le département à ce sujet? Bien sûr, celles que nous avons proposées au niveau national, évidemment. Peut-être il y a deux choses, si vous voulez, localement, ne pas permettre ces entrées. On le sait bien, d'ailleurs, c'est le travail des forces publiques de ne pas trop permettre l'arrivée autant qu'ils le peuvent, puisque ce n'est pas très facile, mais aussi d'avoir une coopération internationale. Il est évident que j'ai suivi les difficultés de relations diplomatiques entre la France et les Comores. Il y a longtemps, tout cela aurait dû être remis en route et qu'on n'attende pas des difficultés et aux Comores et à Mayotte pour remettre en route ces relations diplomatiques. Il y a une urgence à avoir une coopération internationale. Joëlle Mélin, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Merci à vous.
Nous parlons agriculture maintenant dans ce 19h avec la visite à Mayotte d'Olivier Alain, ambassadeur du volet agricole du Grand Plan d'investissement, le GPI, mais aussi vice-président de la région Bretagne. Une mission pour présenter le volet agricole du GPI et promouvoir l'utilisation des outils existants auprès des représentants des filières à Mayotte. Ce matin, il a visité l'exploitation agricole de Mohamed Bouanaheri, thématique la production des fruits et légumes et la filière agriculture biologique, notamment l'ananas. Yasmine Jaffar, Daniel Abdou. Énième délégation gouvernementale au secours des agriculteurs mahorais. Mohamed Bouanaheri a l'habitude de faire le guide de son exploitation, expliquer ce qu'il fait, dévoiler ses ambitions et surtout marteler ses galères. Jusqu'ici, lui, tout comme ses collègues, ont été déçus. Que va-t-il se passer cette fois? L'État lance le grand plan d'investissement, une autre promesse de 19 mesures et qui pèse 5 milliards d'euros. Dans les 19 mesures, il y a également des mesures d'aide à l'investissement. On appelle ça le PCAEA, ce sont des fonds européens que l'État complète et qui permettent de donner jusqu'à 90% d'aide pour des projets d'investissement. Ça peut être des investissements en matériel, ça peut être des bâtiments d'élevage, mais ça peut être aussi un abattoir. Mohamed Bouanaheri veut y croire, d'autant plus que les projets ne manquent pas. C'est toujours positif de recevoir des gens qui viennent du ministère de l'Agriculture parce qu'encore une fois, à partir de ce qu'ils ont constaté, peut-être ils vont arriver à convaincre ceux qui sont restés à Paris. Il y a aussi la production de fruits et légumes bio, dont l'ananas bio qu'on va commencer par là, donc c'est déjà en route. Et je pense qu'avec sa venue ici, ça va accélérer les choses pour que vraiment l'ananas de Mayotte devienne le plus rapidement l'ananas bio de l'océan Indien. Durant cette balade découverte, il a plu des compliments et des encouragements. Le travail de Bouanaheri est jugé avant-gardiste par ses méthodes. Alors moi je découvre l'exploitation de M. Bouanaheri, je suis vraiment scotché de ce que j'ai vu parce que l'exploitation qu'on a vue ici est vraiment très avant-gardiste. Et ici, on a un système de permaculture avec plusieurs cultures dans le même champ, avec des sols qui sont couverts permanents, donc pour éviter l'érosion. Différentes cultures dans la même parcelle pour une forme de complémentarité entre les cultures. Donc un fort niveau de productivité à l'hectare. Des pratiques innovantes, des idées débordantes, mais jamais pérennisées pour la majorité. L'argent reste le nerf de la guerre. Le grand plan d'investissement du gouvernement pourra-t-il sortir l'agriculture mahoraise de l'ombre ? Des images signées Atoumani Simba. Agriculture, toujours avec les suites des intempéries qui ont touché le département tout récemment. Si la pluie a provoqué certains dégâts, elle fait en revanche le bonheur des agriculteurs. Les précipitations de ces derniers jours ont permis une pousse rapide des cultures. Illustration avec Zaoudiati Anwar, plus connu sous le nom de Maman Zaou. Habituée de la galère pour s'approvisionner en eau, aujourd'hui, avec les dernières pluies, elle peut souffler. Sa rencontre est signée Yasmine Jaffar et Daniel Abdou. Ce vert dominant augure une année fructueuse pour les agriculteurs. Les cultures poussent à vue d'œil. Le Kashkazi est bien là. Il pleut, et pas qu'un peu. Et si Maman Zaou devait faire un vœu, ce serait la pluie 365 jours. La pluie est une bénédiction. Elle nous apporte la baraka. On ne peut pas juste s'arrêter aux dégâts que provoque la pluie sur les routes. Certes, elle peut provoquer des désagréments, mais pas pour moi. Elle m'aide beaucoup et elle est même primordiale. C'est ce qui arrose mes cultures plus facilement. Tout pousse bien en ce moment. Avant, je passais 2 heures, voire 3 heures à arroser. Maintenant, je ne le fais plus. Je ne fais que chouchouter mes cultures, les laver et enlever la mauvaise herbe. Chombo à la main, Maman Zaou prend plaisir à errer dans son exploitation et profiter de ce moment de répit. Un répit de seulement 3 mois. Une fois la saison des pluies passée, l'agricultrice retombera dans sa pénible réalité. L'approvisionnement et l'acheminement de l'eau jusqu'ici relèvent d'un parcours de combattant. En attendant, Maman Zaou en profite.
Étant donné que je ne suis plus obligée d'arroser tous les jours, tout le temps, j'ai décidé d'étendre mon champ. Je profite de cette période. J'ai donc beaucoup planté. Je veux profiter de la pluie pour développer encore plus mon exploitation. Je suis très enthousiaste. Je n'ai aucune limite. L'eau, denrée essentielle, représente également l'un des freins majeurs du développement de l'agriculture mahoraise. Alors quand il pleut, Zawdiati fait plutôt partie de ceux qui sont heureux. Et on en vient à notre grand format de ce 19h. Il sera question ce soir du littoral, un littoral de plus en plus menacé par l'érosion à grande échelle. Quelle en est la cause? Comment y remédier? Qui doit investir? Des questions que nous nous posons ce soir. C'est un grand format signé Darwesh Daou, Assad Razafiteheno et Nourdine Abdourahim. Mayotte, petit territoire français de 374 km² dans l'océan Indien et dans le canal de Mozambique. Aujourd'hui, près de 2800 hectares répartis sur 21 sites différents regroupent l'essentiel du paysage et de la biodiversité du territoire. Un territoire menacé de disparition tant ses rivages et son littoral continuent à se déverser dans le lagon à une vitesse vertigineuse. Quels en sont les facteurs destructeurs ? Il y a deux phénomènes. Les terres qui vont dans le lagon, ça peut être l'érosion des sols au niveau des cultures agricoles. Donc ça, c'est un phénomène d'érosion terrestre avec une amenée de sédiments dans le lagon. Là, si j'en reviens à la côte, les problématiques anthropiques, c'est le défrichement. Je vais prendre un exemple, c'est le défrichement en fond de baie de Soulou, où on a défriché la mangrove. Et là, en 50 ans, on a eu un recul du trait de côte de 120 mètres. Face à ce constat alarmant, les spécialistes préconisent des mesures à grande échelle, voire l'instauration d'un véritable plan Marshall. Il faut travailler sur tout le linéaire côtier, sur toute la côte il faut travailler. Parce que si on fait une action sur un point, cette action-là aura des conséquences sur l'autre. L'aéroport a eu des conséquences minimes, ici même minimes, sur cette érosion. Vous pouvez regarder juste derrière nous, en fait, l'enrochement qui est juste à côté a eu des conséquences juste à côté. Parce qu'en fait, quand vous faites un aménagement, ça veut dire un enrochement en épi, l'eau passe à côté et va éroder cette partie fragile. La partie fragile qu'il y a ici, c'est tout simplement ces rocheux cendreux qui est attaqué rapidement par l'eau et se dissout et recule par effet mécanique. Depuis 1995, le Conservatoire du littoral est un maillon essentiel de la chaîne sur la maîtrise et la sauvegarde des espaces littoraux. Et face à cet effondrement écœurant des rivages de l'île au lagon, l'absence d'un engagement politique volontariste pourrait conduire à une issue très lourde de conséquences. Les derniers enjeux, et ils sont sacrifiés au profit de tous les autres. Que disent les gens ? Ah mais oui, mais il faut bien laisser les gens cultiver parce que comme ils sont pauvres, ils n'ont rien d'autre à manger, alors il faut bien qu'ils cultivent pour vendre le manioc. Et donc, de la même manière qu'on dit, ah mais oui, mais comme ils n'ont pas d'eau chez eux, vous comprenez, où est-ce qu'ils vont laver leur linge, il faudra bien qu'ils lavent leur linge quelque part. Et en faisant ça et en cautionnant ça, en fait, on arrive à quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est qu'on érige finalement quelque chose de nocif en vertu. Et en termes de remèdes, on peut avoir des aménagements assez lourds, c'est les aménagements assez lourds. C'est ce que par exemple l'aéroport où on met des épis pour se protéger face aux assauts de la mer. La Petite Terre est la partie la plus menacée de cet effondrement hémorragique, particulièrement les zones de Nyumakuni à Pamandi et de Papani à l'abattoir. Pour l'instant, ce qu'on a comme arme, c'est juste écrire, avertir, crier. Nous avons des dossiers au ministère qui dorment là-bas. Et il n'y a jamais de suite. Nous avons eu des visites des autorités de la préfecture, des techniciens, ils sont venus. Ah, oh là là, oh là là, oh là. Mais c'est tout. Il n'y a pas de retour. De toute façon, vous, tel que c'est, je ne vois pas une petite commune de Mayotte faire face à une telle situation. Ce n'est pas possible financièrement. Impossible. Sur des petites falaises, rétablir une pente plus douce, arborée, végétalisée, de façon à ancrer au mieux cette petite falaise avec éventuellement quelques enrochements au pied.
Face à cette inquiétante situation, l'État est toujours pointé du doigt. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas le voir, qui ne le verront pas, mais on a tous compris que jamais à Mayotte, on aura des dotations comparables à d'autres départements français. C'est comme ça. Je ne veux pas revenir sur le pourquoi du comment. Chacun se fera son opinion. Dans toutes ces interrogations, les amoureux de l'île Hippocampe ne peuvent que déplorer l'étendue du désastre. Ça dégringole tous les jours et je suis très inquiet. Hein. Que ce soit au niveau de la paroi qui a des effondrements à cause du tremblement de terre et de la déforestation qui va à une vitesse phénoménale. Et Petite Terre, et si on ne se réveille pas, on risque d'avoir dans une dizaine d'années un caillou en définitive. Il va falloir quand même que l'État prenne en charge un petit peu tout ça. Une chose est sûre, l'urgence prime pour la sauvegarde de ce petit bout de France, une île de Mayotte plus que jamais menacée de disparition à moyen terme. Des grands formats à découvrir chaque mercredi dans votre 19h. Et puis ce soir, retour de votre émission Kalawadala avec comme thème le grand débat national voulu par le président Emmanuel Macron et qui a officiellement démarré il y a une semaine. Une initiative destinée à trouver des solutions pour l'avenir du pays sur des problématiques majeures. Miss Baudine Bakar recevra sur le plateau Alain Kamal Martial Henry, docteur en littérature, spécialiste des études post-coloniales, ainsi que Fatihou Ibrahim, membre du collectif des citoyens de Mayotte. Kalawadala à suivre juste après votre journal en maoré à 20h. Voilà qui met un terme à cette édition, mais avant de se quitter, je vous rappelle le titre principal développé dans ce 19h, et c'est cette formation sur les valeurs de la République et la laïcité qui se tient actuellement à Mayotte. Objectif, former le maximum de personnes afin de créer des relais, que cela soit dans les quartiers, les milieux associatifs, dans les ligues ou encore dans les services publics. À terme, le but est que chaque personne puisse sensibiliser ses proches et que chaque entité puisse également sensibiliser le public qu'elle accueille. Merci de nous avoir suivis encore ce soir, vous qui nous suivez sur Facebook, sur notre site La Première ainsi que sur YouTube. Dans un instant, vous serez avec Darouche Daou pour le journal en maoré. Je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve demain pour de nouvelles informations.